Salut, moi c'est Thibaut, laboratoire Le Sel et donc c'est l'agrandisseur que vous voyez là et la petite boîte sur pied dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. Merci Thibaut. À côté, nous avons quelqu'un de très différent. Bonjour, Adrien Simeret, fondateur de Pélochoin. C'est de la réparation et de la vente, ainsi que du rachat d'appareils photo argentiques. Tout à ma droite, Sébastien Roy, donc je conçois et fabrique des testeurs d'obturateurs pour appareils photo argentiques. alors vous avez compris la raison pour laquelle on les a mis ensemble, c'est parce qu'ils couvrent trois aspects différents de l'argentique aujourd'hui. Beaucoup plus, en partant de la créativité jusqu'à la technique et jusqu'à la machine, enfin à l'appareil lui-même qui fait. Donc voilà, alors je vais vous donner le micro. La question en fait qu'on se pose tous, c'est il y a un grand retour de l'argentique, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que Béarn commence à reprendre un peu de volume, on a monté un musée, enfin il y a beaucoup d'activités, je vous inviterai à visiter le stand avec nous. Et dans la presse, il y a des très beaux articles, il y a un très bel article là dans Photo Magazine qui parle du retour de l'argentique. La réalité c'est l'argentique, les jeunes comment le voient-ils et est-ce qu'ils y voient un avenir, est-ce qu'ils y voient un métier, un travail, est-ce qu'ils en vivent ou est-ce qu'ils en vivent pas. Donc je ne sais pas lequel d'entre vous se sent de commencer. Déjà, qui en vit Voilà, commençons par les gens qui en vivent bien. Je ne sais pas par quoi on peut commencer, peut-être par un parcours. Alors, qui en vit, comment en vivre, c'est un sujet qui est très vaste, mais effectivement, ça part d'une envie à un moment. Déjà, ça part d'une passion, je pense, qui nous prend de plus en plus de temps, de place pour certains quand on a du matériel de laboratoire. Et effectivement, à un moment de sa vie, on essaye de se professionnaliser, on fait de plus en plus de choses qu'on faisait en amateur, je pense, qu'on partage avec les copains de copains. Moi, je vous parle de ça notamment sur les workshops parce que je fais de la formation de gens au laboratoire argentique, des ateliers de développement, des ateliers de tirage. Et en fait, j'ai tout simplement commencé chez moi dans un placard à balai, dans une salle de bain comme tout bon laboratoire photographique, je pense, pour toute personne qui commence le laboratoire. Et effectivement, de fil en aiguille, à former des gens, des amis d'amis. À un moment, on se dit, bon, ben, pourquoi pas essayer d'en faire une vraie activité professionnelle, mais comment, avec quel local, avec quel matériel. Il y a beaucoup de questions qui se font, qui se passent, auxquelles parfois on n'a pas forcément les réponses. Il y a des choses qui se font naturellement, il y a des choses qui se font moins naturellement. Mais c'est vrai qu'il y a plein de possibilités de vivre avec l'argentique. Est-ce qu'on en vit à 100% ou pas, ça dépend. Moi j'ai plusieurs activités. Des fois je vis principalement du labo, des fois du portrait. Je suis guide touristique aussi, donc j'ai plusieurs vraiment casquettes, mais j'ai toujours cette passion qui m'anime et le fait de partager ça à plus en plus de gens, il y a beaucoup plus de portes ouvertes et d'opportunités qui peuvent se faire sur le fait que je suis convaincu effectivement qu'on peut en vivre à 100%. Voilà. Je ne vis pas à 100% dans mon labo aussi parce que si j'étais 100% dans mon labo, je serais 100% de mon temps dans une cave et je n'ai pas envie de vivre 100% là-dedans. C'est pour ça que j'ai un autre métier de guide touristique à côté. Voilà un peu pour le possible réponse. Juste moi j'avais une question parce que moi je t'entends parler de matériel, de dire voilà j'ai décidé d'en faire ma vie, etc. Quand tu parles du matériel, aujourd'hui quelqu'un qui veut se lancer dans une activité de labo, tu as des interlocuteurs pour acheter du matériel neuf ou tu es plutôt reparti sur de la brocante que tu as réparé? Est-ce qu'il y a un deuxième niveau? Je pense que c'est là qu'Adrien pourra intervenir aussi après. Qu'est-ce que ton choix ça a été quoi et à quel moment tu considères que c'est devenu un travail? C'est-à-dire que tu t'es professionnalisé suffisamment pour que ça devienne un travail par rapport à ta salle de bain dont tu parlais tout à l'heure. Alors, ça va. Alors concernant la partie matérielle, ça aussi c'est né aussi d'une passion.
Je suis un grand fanatique, un grand geek de laboratoire et de matériel de laboratoire. Donc ce genre de vieille machine ici, c'est un Leitz Focomat, donc des années 30. Et en fait, je pourrais passer ma vie à démonter, réparer et prendre soin de ces belles machines. C'est d'ailleurs une partie de ce que je fais comme activité pour répondre à ta question, parce que je récupère énormément de matériel de laboratoire, principalement en se sourçant sur le bon coin, en ayant les bons mots-clés, tout ça, en ayant aussi pas mal de relations avec des gens qui savent que j'ai un laboratoire, qui savent que je serais possiblement intéressé par du matériel. Et en fait, je restaure tout ce matériel, un peu comme fait Adrien sur la partie boîtier, mais sauf que moi je le fais sur la partie agrandisseur et je fais des kits laboratoires qui sont nettoyés, démontés, restaurés, revendus, garantis pour les personnes qui veulent se mettre au laboratoire argentique. Voilà. Ça c'est d'ailleurs une partie de mon activité professionnelle. Donc si j'essaie de remettre ça un peu, en fait ce que tu dis c'est qu'il y a plein de métiers en vrai pour arriver aujourd'hui à vivre de ta passion. Et ça va aussi bien de l'apprentissage, enfin de l'enseignement, pardon, que la réparation, que la brocante. Donc il y a un côté artisanal et il y a aussi un côté beaucoup plus... Alors on va peut-être parler du matériel, effectivement, à travers Adrien. Juste une petite parenthèse, moi j'ai rencontré Adrien il y a 2 ans maintenant. Et Adrien, je l'ai vu sous un angle qui est particulier, qui est celui de la réparation d'appareils photo. Moi, on avait monté un projet ensemble, on avait pris des appareils photo anciens, très différents, qu'il avait fallu réparer. Et j'avais eu moi beaucoup de mal à trouver un réparateur qui soit capable de s'adresser d'appareils très très différents. Parce qu'on a des choses à souffler, on a des choses... Et c'est là qu'on s'est rencontrés, on est devenu amis depuis. Et il appartient à une génération de réparateurs qui est finalement très difficile à trouver aujourd'hui. Nous, au musée, on a besoin de gens qui sont à la fois des techniciens, des ingénieurs, mais aussi des bricoleurs, parce qu'au final, il y a plein de choses qui n'existent plus, qu'il faut réinventer et reconstruire. Donc toi, si je me souviens bien, Adrien, tu as décidé, raconte tout ton parcours sur comment tu as monté Peloche-moi et comment tu es arrivé à la réparation et à ce que tu fais aujourd'hui. Bonjour, merci. La réparation, c'était un moment où j'étais un petit peu un creux, où je réfléchissais, je chantais d'autres métiers, où je me trouvais pas de sens, on va dire. Et c'était des gens, j'étais dans plus de clients en cours, j'ai entendu des gens s'embrouiller à propos d'un appareil photo argentique qui ne marchait pas. Ils parlaient très très fort, ils s'engueulaient vraiment fort. Et puis comme je suis un peu touche à tout, je suis allé les voir et je leur ai demandé éventuellement s'ils avaient besoin d'un coup de main pour peut-être réparer. Comme je me suis dit, ça doit être pareil comme une machine à laver ou autre, je sais pas, je vais essayer. Ils se sont foutus de moi, 5 minutes plus tard, il y en a un des deux qui est revenu et il m'a dit, tu sais faire quoi? Voilà, c'est le moment où il faut improviser. Voilà, je me suis dit, attends, tu vas le faire. Ouais, je vais savoir réparer cet appareil. Ok. Il me donne rendez-vous. 3 jours plus tard, il y a 3 mecs en face de moi qui me regardent et qui me disent, salut, ça va? Viens ici. Et ils m'ont passé un appareil photo à réparer, un réflexe. C'était assez intimidant. Et j'ai commencé à le démonter, à appliquer ce que je vais appeler des techniques générales. Un petit peu comme on démontrait, je sais pas, un robot ménager ou autre, au final, c'est toujours des vis et des tournevis. C'est cette technique que j'ai appliquée. Et j'ai pu du coup démonter partiellement l'appareil photo. Ils ont vu que j'étais pas encore vraiment du coup non plus un réparateur. Mais ils se sont dit, ok, t'as l'air de comprendre un peu comment on démonte un appareil photo. Alors si ça te dit, moi j'ai plein d'appareils photo dans la boutique qui traînent, ils fonctionnent pas, donc j'ai rien à en faire. Je te les passe, t'apprends à les réparer et on voit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la réparation d'appareils photo. Ça avait surtout un sens parce que je faisais beaucoup de photos avant. Et j'avais arrêté, j'étais photographe professionnel. Un petit peu de difficulté sur se positionner en tant que photographe auteur, on aime le produit, etc. Et ça m'a permis de me dire que je restais encore dans la photographie et que peut-être que ces appareils que je réparais iraient à d'autres photographes. Et je trouvais ça super joli. Alors du coup j'ai commencé la réparation, ça a bien fonctionné. Et à un moment je me suis surtout dit, j'en ai marre de rester derrière mon atelier en fait. J'ai aussi des choses à dire dans la façon dans laquelle vendre. J'ai créé Peloche-moi pour pouvoir ne pas être que derrière l'atelier, mais me dire voilà, je vais ouvrir ma bouche, commencer à parler, gesticuler, j'en sais rien, mais me faire plaisir. Ça se résumerait surtout à ça, me faire plaisir, quelque chose qui a du sens pour moi. Et quand j'ai créé Peloche-moi, j'avais racheté un lot de 200 appareils photo qui étaient hors service. Je me souviendrai beaucoup que quand j'ai acheté ce lot, j'avais un groupe d'amis
qui du coup était brocanteur. Il faisait de l'achat-revente d'appareils photo, d'appareils photo. Et quand j'ai acheté ce lot de 200 appareils photo hors service, j'en ai un qui est venu vers moi qui m'a dit « Ah, mais c'est toi qui as acheté ces merdes là !» Et je lui dis « Mais ouais, mais ils m'ont fait comprendre que j'avais perdu mon argent. » Et dans ma tête, je me suis dit « Attends, j'ai déjà réparé 4 appareils photo. » Déjà les 4 appareils photo que j'avais vendus avaient déjà rentabilisé ces appareils-là. Je me suis dit « Mais c'est de l'or. C'était les déchets d'une personne. Et finalement, moi, c'était de l'or. » Et je me suis dit « Revaloriser ça ?» Je trouvais que ça avait beaucoup de sens et j'ai continué comme ça. Et je suis là aujourd'hui, du coup, à continuer à vendre ces appareils, à continuer du coup à transformer ces appareils photo qui ne fonctionnent plus en appareils qui vont des photographes qui soit découvrent l'argentique, soit qui redécouvrent. Voilà, donc c'est ça. Ah, c'est super intéressant. Moi j'avais une question en t'écoutant, et pour la peine c'est une vraie question, même si on se connaît bien. Tu t'intéresses donc à des appareils qui sont pour la peine très différents, tu achètes, tu sais pas trop en quel état c'est, tu as dû apprendre tout ça, tu as un savoir-faire que tu as dû construire. Moi ce que j'ai cru comprendre c'est qu'effectivement il y a des gens qui sont spécialisés sur certains appareils plus ou moins complexes. Est-ce que tu trouves qu'il y a une transmission entre les réparateurs de cette connaissance-là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est très... dans la communauté aujourd'hui tu peux te faire aider, tu as des gens qui t'apportent cette connaissance? Ou c'est plus le précaré de chacun et il y a cette effet de défense de son savoir-faire? Est-ce qu'il y a une communauté dans les réparateurs? Quand j'ai commencé, j'étais confronté à pas mal de soucis. Et forcément, il y a YouTube, déjà, des gens qui partagent du savoir, qui est, on va dire, incomplet. Il a des défauts. C'est des gens qui ne sont pas forcément des réparateurs, mais qui, avec leur peu de connaissances perfectibles, partagent, et c'est toujours mieux que rien. Ça permet des fois de débloquer des étapes, et ensuite, on peut peut-être se débrouiller. Il y a encore des groupes Facebook qui permettent aussi du partage, que des passionnés puissent s'entraider. Et puis aussi, il y a des réparateurs qui communiquent entre eux. On est une communauté, on est un certain nombre. Il y a ici par exemple Minoltor qui est là, qui fait aussi un peu de réparation. On est plusieurs comme ça, un petit peu en écosystème, aussi à participer, à faire revivre et discuter un peu entre nous pour savoir comment continuer à... C'est aussi un peu réinventer ce savoir qui disparaît. Quand j'ai commencé, j'avais essayé de courir après certains réparateurs, on va dire les vieux de la vieille. Et c'était plus compliqué. C'est un état d'esprit un petit peu différent, un peu... peut-être parce qu'on est jeune aussi, on est peut-être un peu plus détonnant, etc. Et c'est pas forcément les mêmes façons de faire. Et à titre personnel, moi, je n'avais pas trouvé du coup de personnes qui étaient disposées, parce qu'aussi, ils avaient déjà fait. C'est quand même des gens qui, en général, ont 70 ans, qui avaient déjà formé des personnes. Et ça prend du temps, et je comprends qu'ils ont envie de faire autre chose aussi. Après, c'est vrai que vous êtes une nouvelle génération en fait, qui est beaucoup plus habituée au partage, de manière générale, de faire les choses de manière communautaire, donc c'est peut-être plus facile. Et alors du coup, on va passer à notre troisième intervenant, parce qu'effectivement, Adrien répare, mais c'est quand même des objets très techniques, il y a des choses très précises à savoir. Et donc, toi, tu as monté une entreprise qui fabrique un... Je vais te laisser t'expliquer. Donc, mon activité, c'est de faire des testeurs d'obturateurs. Donc je les conçois, je les fabrique et en fait je suis un peu en deuxième ligne et je suis le fournisseur de gens comme Adrien mais aussi de photographes. En fait au départ j'étais un photographe amateur, je venais de découvrir l'argentique parce que j'ai commencé en numérique et je trouvais ça absolument formidable, ce qu'on pouvait faire avec, les rendus, le rapport qualité-prix des appareils photo. Mais il y en a un, j'avais un petit doute quand même parce que la pellicule, parfois elle était un peu impressionnante, enfin, elle n'avait pas la bonne exposition, donc j'avais quand même un petit doute. Et étant ingénieur de métier, je me suis dit, je vais fabriquer mon appareil qui permettra de mesurer l'obturateur pour vérifier si c'est pas l'obturateur qui déconne. Et donc là j'ai appris, j'ai regardé sur YouTube plein de choses, j'ai appris et puis j'ai pris énormément de choses dans le monde open source. Et j'ai fabriqué mon appareil, mon testeur d'obturateur, et quand j'avais fini, j'avais passé des dizaines d'heures, dont 2-3 à le fabriquer. Beaucoup d'heures à faire l'étude et 2-3 à le fabriquer. Et une fois que j'avais fini, j'ai énormément utilisé de logiciels open source pour faire mon design, pour mettre au point mon testeur. La moindre des choses, je me suis dit, je vais mettre les plans en open source. Donc j'ai mis les plans en open source de mon testeur et j'en ai parlé
dans une communauté Facebook de réparateurs et de photographes. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah bah c'est super Sébastien, merci d'avoir partagé, mais moi je sais pas bricoler, moi je n'ai pas d'imprimante 3D, moi je sais pas utiliser un fer à souder, tu veux pas m'en fabriquer un pour moi ?» Ouais, pourquoi pas, moyennant finance, hein. Ouais, pourquoi pas, puis 1, puis 2, puis 10. Et donc bah là je dis « Ah bah, il y a peut-être un marché en fait. » Et donc j'ai repris mon design parce qu'il fallait quand même 2 ou 3 heures pour fabriquer un seul exemplaire. Donc ça marchait, mais c'était un peu facile. Donc j'ai repris mon design pour le simplifier, le rendre plus facile pour moi. Et depuis, voilà, je cesse de le perfectionner. J'en ai sorti un, c'est le Graal, il marche. Voilà, en fait, je suis comme un parent qui vient d'avoir un enfant. En fait. Et, donc il y a des mois de... on le porte en fait, on le porte pendant des mois et puis à la fin, bah voilà, il sort. Et là, le dernier que j'ai fait, il est d'une précision qui a atteint la précision des testeurs professionnels qui se faisaient dans les années 90. Donc à l'époque, les réparateurs, ils vendaient un rein pour se l'acheter. Et ils se mettaient à plusieurs pour vendre plusieurs reins pour l'acheter. Et là, j'ai 2 personnes qui m'ont acheté mon testeur, qui m'ont comparé à ces testeurs professionnels des années 90, qui sont toujours entretenus, voilà, et ils n'ont pas vu de différence. Donc je suis super content. Voilà. Et là, je commence à les vendre. Bravo en tout cas. Moi en fait je sais pas vous, mais moi ça m'inspire quelque chose d'assez étrange cette conversation. Parce qu'on a affaire à trois entrepreneurs qui créent leur entreprise, visiblement, chacun dans son secteur, et qui sont dans une phase d'exploration à chaque fois. En vous entendant parler, j'ai l'impression que vous explorez le métier, votre passion, ce que vous allez faire, et on a l'impression que vous explorez quelque chose de nouveau. Or, il y a 40 ans, des métiers dans la photographie argentique, il y en avait 300, c'était des métiers mainstream, on savait quoi faire. Enfin, là où je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a une espèce de trou générationnel comme s'il y avait eu un grand vide, et que vous êtes en train de redécouvrir un peu à la Mad Max, et tu creuses dans le monde d'avant, et tu réapprends, tu réinventes sous un angle différent. Et de votre côté, c'est super intéressant parce que vous êtes des créateurs. Moi, j'ai envie de vous interroger sur les gens que vous avez en face. Donc du coup, les gens qui viennent à ton labo, les gens qui sont tes clients, les gens qui achètent. Par exemple, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu es en train de dire que quand on prend un appareil argentique, en gros, c'est de l'optique et de la mécanique. L'optique, c'est l'optique, mais la mécanique, c'est un obturateur. Enfin, c'est grosso modo ça. Et tester un obturateur, c'est la base d'un appareil. Ça marche pas. Enfin, et il n'y avait pas. C'est ça que je trouve assez fou dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, et j'imagine qu'il y a 50 ans, c'était un non-problème. Donc les gens qui viennent vous voir aujourd'hui, ils ont cette approche exploratoire aussi, ou est-ce que vous avez affaire à des gens qui sont beaucoup plus, qui savent ce qu'ils veulent, grosso modo, ou est-ce que vous aussi sont dans l'exploration? On va en faire peut-être dans le même sens. Pour rebondir à ce que tu disais, c'est vrai que, comme tu dis, à l'époque, il y avait énormément de métiers dans l'argentique, mais parce que l'argentique était la seule manière de faire de la photographie à l'époque, donc forcément qu'il y avait un milliard de métiers. Maintenant, l'argentique, c'est devenu, on peut redevenir sur le devant de la scène, mais ça reste quand même une niche. Donc déjà, il n'y a plus de choses neuves. Bon, il y a des nouvelles personnes qui sortent, des nouveaux testeurs, des nouveaux boîtiers qui commencent à ressortir maintenant, comme Pentax ou d'autres qui sont encore en train de travailler dessus. Mais on ne peut pas acheter des choses neuves, en fait. Donc, on n'a pas forcément les mêmes compétences, parce qu'avant, un vendeur d'appareils photo, comme fait Adrien, n'avait pas besoin d'être réparateur, alors que là, on a besoin, nous, d'être chineur. Déjà, il faut trouver le matériel, il faut sourcer, il faut réparer, il faut revendre. Et revendre maintenant, c'est plus du tout les mêmes techniques de vente. Déjà, nous, on a tous commencé chez nous. Je pense aussi que c'est la chose qu'on a en commun. On n'avait pas de boutique. Heureusement, contrairement à avant, il y avait Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça qui nous aide énormément. Et c'est pour ça qu'on n'a pas les clés en fait pour savoir comment faire notre métier, parce qu'en fait, on invente un métier en fait de chineur, réparateur, revendeur, formateur. C'est des choses qui, on va se connecter à la bibliothèque du CDI quand on a 15 ans, ça n'existe pas dans les cases, et qu'en fait quand on découvre quelque chose, qu'on se passionne et qu'on dit je vais essayer d'en faire
notre métier, on n'a pas d'exemple, on n'a pas de mode d'emploi. Et c'est ça en fait qui est extrêmement compliqué, mais extrêmement passionnant aussi, parce que on bricole tous les jours. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'on pourra s'accorder, c'est que même si c'est compliqué d'être son propre patron, de commencer une entreprise, de commencer un nouveau métier dont on n'a pas les clés, on s'emmerde pas et on s'amuse. C'est ça, comme disait Adrien tout à l'heure, je sais plus par rapport à quoi tu disais, mais que tu voulais prendre du plaisir et pas rester cantonné sur ton atelier, etc. Moi, c'est exactement la même chose. Pour jamais de la vie, je ne retournerai en CDI dans un bureau, même s'il y a des mois qui sont plus difficiles que les autres. Des fois, c'est un peu la galère, des fois, c'est un peu comme ça, en fait, en auto-entreprise. Mais c'est passionnant, on s'emmerde pas, et c'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde. Parce que c'est un métier qui n'est même pas définissable, pour mon cas en tout cas, qui n'est pas vraiment fermé, et que à tout moment on peut inventer d'autres choses, d'autres métiers, d'autres manières de travailler, d'autres produits. Carrément, moi je ne fais que restaurer du vieux matériel, mais ça fait extrêmement plaisir de voir que des gens arrivent à créer du nouveau matériel professionnel qui arrive à égaler, voire même à dépasser du matériel professionnel d'époque qui était fait dans des usines. Et là, arriver à le faire, nous, de manière do it yourself, c'est ça qui est hyper beau et hyper passionnant dans ce qu'on fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est des métiers qui se réinventent aujourd'hui parce que justement, c'est un peu comme moi quand je vends des appareils photo. Avant, il y avait des grossistes. C'était vraiment des métiers qui étaient séparés. Aujourd'hui, il n'y a pas de grossiste d'appareils photo. On veut tout se débrouiller, d'où le fait réparation et vente, etc. Avec en plus, moi dans mon contexte, un côté crachat. Toi, je pense que c'est pareil, au final, tu fais ça, tu rachètes des agrandisseurs, etc. Tu les retapes, forcément, parce que t'es pas grande, et après c'est un autre métier et c'est encore autre chose. Vendre du matériel non testé, je pense aussi dans ton rapport que tu as au métier, sur ce que tu veux transmettre, c'est pas possible. Et ça fait partie du pourquoi ce qui t'anime dans tout ça et que ça rend la chose super prenante. Au niveau de la question d'origine sur les gens, qui sont-ils il n'y a pas de souci. Ouais. Eh bien. La question exacte, c'était. Qu'est-ce que tu pensais du fait qu'effectivement aujourd'hui tu es pionnier dans un monde qui est différent de l'extrême? Oui, c'était ça. Donc effectivement, c'est une réflexion que je me suis faite. En fait, on peut faire le parallèle avec des choses, l'effondrement de l'Empire romain, où il y avait énormément de connaissances d'ingénierie, parce que moi je parle en tant qu'ingénieur, énormément de connaissances d'ingénierie qui sont complètement perdues. Certaines écrites dans des livres qui se copiaient les bonnes copistes, mais sans rien y comprendre. Et donc ça restait, mais il y a eu une perte effroyable. Et dans le métier de l'argentique, dans le domaine de l'argentique, c'était pareil. On pense tous à comment ça s'appelle, la pellicule Kodak en partie, mais celui qui a complètement disparu, c'est mince, avec le temps noir. Le photo instantané, c'est Polaroid, voilà. Polaroid, voilà. Donc Polaroid, ça s'est complètement disparu. Ils ont perdu. Ouais. Ils ont perdu la connaissance parce que les ingénieurs sont partis à la retraite et personne n'a repris la connaissance. Et ça a été complètement perdu. Il y a plein de domaines comme ça. Donc il y a eu un effondrement de la connaissance. Et derrière, il a fallu retrouver les choses. Alors dans mon cas, en fait j'ai fait un mix. Parce qu'il y a des choses qu'on pouvait deviner, des choses qui étaient écrites dans des normes, des choses comme ça. Et en fait, j'ai pas refait les testeurs qu'on faisait dans les années 90, parce que dans les années 90, ça pesait un âne mort, ça consommait l'énergie d'une ville, c'était intransportable, c'était fragile. J'allais pas refaire ça, enfin, en plus, j'avais pas envie, quoi. Et par contre, moi, c'est comme tout le monde, comme Adrien, j'aime m'amuser en fait. Et donc j'ai repensé la problématique et je l'ai mise en application avec les technologies récentes. Et du coup j'ai fait un mix entre la connaissance qui était restée, que j'avais pu récupérer,
mes connaissances à moi et plus les technos récentes. Et j'ai fait un mix. Et au final, je pense avoir réussi à avoir le meilleur des deux mondes. Des choses légères, beaucoup moins chères que ce qu'on faisait à l'époque, parce que plus facile à fabriquer, et qui font aussi bien le boulot. Et donc là, voilà, d'avoir le meilleur de ces deux mondes-là, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Et de voir que mes testeurs font plaisir, Adrien les utilise, et à chaque fois me dire ah il est super, moi, à chaque fois qu'il me dit ça, ah c'est super, moi ça me fait plaisir. Ça m'amène un peu à la question, en fait, tout à l'heure on parlait des gens, on parlait de métier, vous avez inventé un métier. Pardon, tu as une question. Peut-être, je sais pas si on peut les poser maintenant. Si tu as une question, maintenant tu as le micro. Ok. Je ne m'attendais pas à ce genre de panel devant moi. C'est une chouette surprise parce que personnellement je m'intéresse assez peu au matériel en général, mais j'ai l'impression qu'il manque une personne en fait. J'ai l'impression d'avoir en face de moi des gens qui vendent et réparent des pioches à des mineurs en fait, des chercheurs d'or. Et tout le monde sait que les gens qui vendent les pioches qui se font de l'argent, mais les chercheurs d'or c'est une fois sur 1000 quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aurais adoré qu'il y ait aussi cette partie, les gens qui font de la photo, qui en vivent. Oui, alors c'est une très bonne question. Si tu permets, je vais juste la compléter parce que ça va sur ce que je voulais poser comme question. C'est que là, on parle de métier, donc quelque part, vous avez des clients. Donc vous avez des gens qui utilisent vos services. Et est-ce que vous avez l'impression que vos clients ont la même vue que vous? C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé super intéressant dans votre détail, c'est la liberté dans laquelle vous êtes, la liberté de créer, d'inventer. Est-ce que vous avez l'impression en face, dans les fameux mineurs dont on parle, d'avoir cette attitude de la part de vos clients, du coup, les gens qui vous font ça? Ou est-ce que, parlez-en, est-ce que vous retrouvez cet esprit-là chez eux aussi? Donc la question sur les mineurs, c'était vraiment de savoir qui sont-ils, c'est ça? Est-ce qu'on peut encore vivre de la photo en faisant la prise de vue en fait? J'ai l'impression que c'est ça le plus difficile. Mais qu'est-ce qu'on appelle vivre professionnellement? Oui, en faisant de la prise de vue. Là effectivement il manque quelqu'un parce qu'on n'a pas vraiment. On est tous photographes je pense, mais ce n'est pas notre activité principale. Alors moi c'est toujours compliqué de répondre parce que comme je vous disais un peu tout à l'heure, j'ai beaucoup d'activités qui sont liées dans la photographie, mais alors avec cette boîte en bois qui est là-bas, peut-être que je pourrais répondre à ta question sur les mineurs, parce que j'ai effectivement des clients qui viennent se faire photographier et donc effectivement on peut vivre de ça sur la partie vraiment prise de vue. C'est pareil, être photographe, il y a plein de manières d'être photographe, travailler pour la presse, vendre des tirages professionnels, être en galerie, faire des workshops, il y a vraiment un milliard de possibilités de vivre de la photo. Mais effectivement, sur la prise de vue, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique. Moi, sur la partie en fait, je fais du portrait avec la boîte que vous voyez là-bas. C'est-à-dire que c'est une boîte qui est donc munie d'un objectif avec un laboratoire en fait à l'intérieur ce qui me permet de me mettre dans la rue ou sur des événements comme le salon de la photo aujourd'hui. On fera d'ailleurs une démo tout à l'heure, là je ne vends pas de portrait mais je ferai une démo tout à l'heure. Ça peut être un métier. J'ai plusieurs amis, on se connaît tous un peu dans ce milieu-là, de portraitistes. Voilà, il y a le studio Baxton à Bruxelles, c'est ça. J'ai des amis qui sont, d'ailleurs vous en avez peut-être vu pas mal pour ceux qui sont allés à Arles cet été sur la place de la République. Il y a pas mal de ce qu'on appelle Afghan Box et c'est leur métier, un métier qui n'est pas forcément évident parce que je peux dire c'est notre métier qui n'est pas forcément évident parce que déjà c'est un métier qui est saisonnier. L'hiver on ne travaille pas dans la rue, alors effectivement si on se donne à 100%, à 1000%, comment vivre de ce métier-là? Il faut, l'hiver, si on ne travaille pas dans la rue, aller trouver des événements, des lieux qui peuvent nous accueillir, des choses comme ça. Et c'est pareil, c'est un métier qui n'est pas écrit, où il n'y a toujours pas de mode d'emploi. Et il faut toujours essayer de se débrouiller pour arriver à trouver des lieux, arriver à trouver des gens, trouver une nouvelle clientèle. Parce que c'est pareil, proposer du portrait maintenant, qui va vouloir venir se faire payer pour se faire tirer le portrait? On ne sait pas, mais le fait de
tourner cette chose-là en communiquant d'une manière différente va effectivement donner envie peut-être à des gens qui n'étaient pas forcément clients de base de devenir clients à travers la communication sur Instagram, sur les réseaux, de nouvelles manières de vendre, de présenter les choses. C'est toujours c'est toujours ça qui est compliqué dans le métier, c'est d'aller trouver nos clients. Je pense que toi, c'est pas trop compliqué entre guillemets parce que des peu de réparateurs que je connaisse, tout le monde croule sous les demandes. Des clients, j'ai l'impression qu'il y en a à l'appel. Mais sur des trucs plus niches comme ça, effectivement, c'est plus compliqué. Et effectivement, sur la partie restauration d'agrandisseurs et de kit labo, ça, c'est très très niche. Et je trouve concrètement mes clients là-dessus, sur les gens qui viennent faire les formations dans mon labo, qui veulent s'équiper pour avoir du matériel chez eux, en fait. Pour répondre à la question, au niveau du coup, en effet, de séminaire, comme on les a appelés, les photographes, en vivre, moi forcément, en effet, je suis d'un côté. Et je discute avec quelques photographes professionnels. Je sais que j'ai eu comme clients des gens qui ne font que de l'argentique. Ils sont une niche de mes clients. Ils sont rares. Je pense que c'est un petit peu compliqué de dépendre à 100% de ce médium-là. Par contre, pour sûr, j'ai de plus en plus de photographes qui proposent l'argentique en complément. C'est aussi une bonne façon de se démarquer et de vendre une aventure et des souvenirs. Je pense à beaucoup de photographes de mariage qui prennent des boîtiers pour justement proposer cette expérience annexe à côté. Ils font leur base en numérique de façon sûre et à côté, ils proposent une expérience argentique avec une autre façon de travailler aussi. Et il y en a de plus en plus. Ça va faire bientôt 3 ans que je fais ça et je sais que j'ai vraiment de plus en plus de clients dessus. Ouais, je pense que de façon directe, tout simplement, ça. Je sais pas forcément comment les choses vont évoluer, mais de façon sûre, les gens redécouvrent qu'on peut faire de l'argentique. Et je suis convaincu que de plus en plus de gens auront envie d'en refaire de nouveau parce que ça apporte justement une façon de travailler différente. Aussi, les gens, quand ils voient leurs photos, les clients, des photographes professionnels, se connectent très différemment à l'image, le souvenir. Et je suis convaincu que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui et la dématérialisation de beaucoup de choses, l'IA, etc. Je suis convaincu que les gens vont vraiment se réintéresser de plus en plus et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, année après année. Alors moi, les contacts directs avec des professionnels, j'en ai relativement peu. De professionnels photographes, j'en ai certains. Et eux, ils sont... Effectivement, c'est une espèce assez rare parce que faire que ça, que de la photo argentique, actuellement, déjà, c'est pas simple de faire que de la photo tout court. Alors que de la photo argentique, c'est vraiment la niche des niches. Mais je crois que ça existe et comme dit Adrien, les gens sont à la recherche de choses tangibles. Là, on vit dans un univers tellement numérique, tellement dématérialisé qu'à un moment, on ne sait plus où on habite en fait. Et là, faire de l'argentique, éventuellement coupler ça avec des procédés anciens, il y a vraiment des gens qui recherchent des choses authentiques, palpables. Et il y a un petit mouvement de fond, et à mon avis, il va s'accentuer. Parce que plus d'un côté on va vers l'intangible, plus il y aura une réaction, contre-réaction pour on a marre de vivre dans la bulle internet, nous on veut vivre dans le monde réel et donc on veut des choses palpables. Et voilà, c'est une réaction naturelle et qui risque d'aller en s'accentuant justement avec cette hyper-numérisation qui est développée. Si tu veux bien, moi j'aimerais bien qu'on rebondisse là-dessus en fait, parce que je trouve ça, c'est sorti dans vos 3 discussions, je trouve ça intéressant. Vous êtes tous les 3, vous travaillez dans le monde de l'argentique, mais tous les 3 vous avez parlé du digital, et aujourd'hui la génération à qui vous vous adressez, c'est une génération qui est nativement digitale. Tu as parlé d'Instagram, comment vous mélangez les deux? Pour vous connaître un petit peu tous les 3, je sais que vous avez une forte présence, pour certains, sur Internet, alors que le rapport est beaucoup plus sur l'argentique. Comment vous voyez le rapport entre cet espace et ce désir de numérisation, de confort de numérisation dans la vie quotidienne,
et le fait qu'à travers l'argentique, il y a une exigence, il y a un travail, il y a une complexité, il y a un slow, une création slow, on va dire, autour de l'image. Est-ce que ça, dans votre métier, c'est un angle important ou pas? Sur le numérique, je crois pas. Moi, le côté numérique dans mon travail, alors effectivement, on a besoin des outils numériques, mais plus sur des outils de vente, sur des outils de communication. Moi, dans ma pratique, dans tous les cas internes, que ce soit sur la prise de vue avec la Gamebox, les formations, j'ai aucune utilité du numérique sur la partie du moins prise de vue, sur tout le travail artisanal, parce que tout ça est vraiment un travail artisanal. Par contre, effectivement, on a besoin de ce numérique pour pouvoir partager toutes ces choses, et on a besoin de nouveaux outils pour nous aider à essayer de développer notre nouveau métier, en tout cas. Oui, tout à fait. Le numérique, pour nous, forcément, pour exister, est super important. Que ce soit pour créer de la vidéo et du contenu. C'est ça qui est bien, c'est qu'on choisit, on va dire... comment dire, tous ces outils numériques nous permettent, en tant qu'individu et entrepreneur, de faire plus. Ça nous permet de pousser des projets et des idées plus loin. Et c'est vraiment une chance, aujourd'hui, de pouvoir faire tout ça. Ça nous permet aussi de choisir justement où on veut notre plaisir, plus facilement, et d'avoir moins de dépendance, et toujours pousser encore plus loin notre vision. Et je trouve ça incroyable. J'ai pas d'autres mots, j'ai hâte de voir tout ce que demain nous réserve. Ouais, vraiment incroyable à ce niveau-là. Merci à vous d'être là aussi. Alors moi, le numérique, j'avoue que je ne suis pas un natif des réseaux sociaux. En fait, je suis né avant. Et je ne suis pas super fluent avec ça. Et c'est un peu ma difficulté dans mon activité, c'est que je vends des choses physiques et j'ai une aisance limitée, on va dire, dans les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est un peu... en fait, je me rends compte que, mine de rien, même si on fait des choses tangibles, pour toucher les gens, il faut être dans les réseaux sociaux, il faut se montrer sur les internets, etc. Et si on n'a pas cette aisance, c'est pas facile. Donc voilà, c'est un peu mon constat. Et donc même si on fait des choses qui sortent du numérique, qui sont dans l'argentique, qui sont des choses tangibles, palpables, derrière, il faut être dans le monde numérique pour se faire connaître et faire connaître son talent, ce qu'on fait. Et voilà, c'est vraiment... On s'en rend surtout compte quand on a un peu de mal avec ça. Les réponses étaient super intéressantes, mais la question, je crois qu'elle était un poil différente. Enfin, j'aurais voulu poser une question un poil différente en fait. C'est pas tellement à vous, mais vos clients. Typiquement, moi j'imagine que j'ai 25 ans et je m'adresse à vous en me disant je veux faire de l'analogique. Comment moi, en tant que client, j'attends de votre part une réponse qui soit analogique et numérique? C'est-à-dire, en gros, si j'achète un appareil photo, c'est pour faire des photos analogiques, mais ces photos dans ma vie, elles vont vivre sur mon compte Instagram. Si j'ai 25 ans, j'imagine. Est-ce que ce rapport-là, moi, en tant que client, son expérience, c'est ce que je vais attendre? Je vais pouvoir avoir mon appareil, m'amuser, et pourtant avoir mes likes, etc. Est-ce que vous, dans la façon dont vous leur présentez le métier, c'était ça, je pense que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, est-ce que ça vous impose d'être une nouvelle génération, finalement, de créateurs argentiques qui sont mixtes, parce que votre clientèle est mixte? Ou est-ce que j'ai tort et vos clients sont des gens, par contre, qui sont vraiment des ayatollahs de l'analogique, qui disent non, moi, je veux ne faire que de l'analogique parce que je veux arriver jusqu'au tirage et parce que c'est cette expérience extrême, aujourd'hui extrême, que je veux recréer. C'était plus ce rapport. Est-ce qu'il y a dans vos clients une proportion de l'un ou de l'autre? Alors moi, concernant les utilisateurs en fait qui viennent pour la partie laboratoire et formation, en fait moi c'est tout l'inverse, parce que je me bats entre guillemets contre le numérique. C'est-à-dire que il y a toujours la question et la fameuse battle entre argentique versus numérique.
Mais moi, en fait, je pousse les gens. En fait, ce que j'ai fait comme constat actuellement, c'est que sur l'utilisation de l'argentique en ce moment, donc là, on est tous d'accord pour dire que l'argentique, c'est redevenu à la mode, il y a une tendance, plus on avance dans le temps, plus ça revient sur le devant de la scène. Moi, le constat que j'ai fait sur tout ce qui se passait ici, c'est que tous les gens qui utilisent et qui shootent sur des boîtiers vont shooter en analogique, utiliser un boîtier analogique, utiliser une pellicule analogique, mais 95% de ces gens vont faire développer leur pellicule dans des grands laboratoires tels que Nation Photo, Négatif Plus, etc. et vont seulement récupérer les scans pour les poster sur des outils qui sont numériques, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je trouve dommage et la chose pour laquelle justement je me bats entre guillemets avec mon laboratoire, c'est que je trouve ça extrêmement dommage de seulement faire de l'argentique sur la prise de vue et de ne pas aller sur tout ce qu'il y a derrière. Parce que pour moi je suis un très grand fan du laboratoire, j'y dédie ma vie, c'est limite plus intéressant que la prise de vue. Pour moi, je parle pour mon cas en tout cas. Et c'est ce que j'ai envie de faire comprendre à tous ces gens qui se remettent ou qui se mettent à faire de l'argentique, c'est qu'il n'y a pas que la prise de vue. Il n'y a pas que la prise de vue, le développement, mettre sur Instagram. La dernière fois, je suis allé chez un photographe acheter une pellicule, petite anecdote, et la personne achète donc sa pellicule, ok, je peux passer, je peux venir la faire développer dans une semaine et tout, ok, etc. Vous pourrez passer récupérer vos négatifs dans 2 semaines. La personne a dit c'est quoi les négatifs? Là on se dit qu'on est rendu quand même, voilà, on est sur des cas un peu extrêmes, mais il y a toute une nouvelle génération voilà, qui veut se mettre à l'argentique parce qu'ils ont vu que c'était cool, qu'il y avait des boîtiers, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un process derrière de laboratoire, de développement et surtout de tirage. Le tirage, quand on commence le labo, quand on fait du labo, c'est juste magnifique. Le temps qu'on y passe, la passion, l'artisanat, il y a plein de choses et justement moi je me bats un petit peu pour faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que le numérique Instagram mais qu'il y a le labo derrière et qu'une image elle existe, une photo, pour moi une photo c'est à partir du moment où elle est sur un mur. Avant ça reste une image en fait. Elles sont stockées dans nos disques durs, dans des ordinateurs, on ne sait pas ce qu'on va en faire alors qu'on utilise l'analogique, donc c'est quand même dommage que ça finisse justement sur des 0 et des 1 alors que ça pourrait être tiré dans du laboratoire sur des selles d'argent et devenir des vraies images tangibles sorties du process 100% analogique. Donc moi j'essaie de me battre pour que les gens voient l'analogie de A à Z. Je réfléchissais un peu à ce que tu disais. Il y a forcément des façons de faire qui s'affrontent, avec évidemment leur nouveau, et c'est des gens qui à la base découvrent. Ils ont un appareil photo, on leur dit ça fonctionne une pellicule, t'as une taille de photo. Ils n'ont pas les connaissances d'hier, et forcément, je sais très souvent quand j'ai discuté avec des confrères qui vendent aussi des appareils photo, ils me disaient oui, les jeunes, c'est pas des photographes, c'est pas des photos qu'ils font de façon un peu aigrie, je dirais. Et je partage pas ce point de vue parce que c'est justement aussi. C'est ce que j'aime avec les jeunes. Ils font des fois en effet n'importe quoi. Et c'est des choses qui depuis toujours, il y a eu des connaissances, c'est comme ça qu'on doit faire et pas autrement, et cette direction-là n'a aucun sens. C'est justement parce qu'il y a des gens qui à un moment se sont dit « Ah mais je m'en fous, moi j'ai envie de faire ça, ça me fait marrer », qu'on a commencé à découvrir des nouveaux courants, des nouvelles choses. Et c'est ce qui se passe justement en argentique avec une nouvelle génération aujourd'hui qui s'en réempare de l'argentique. Je me rappelle quand j'ai commencé l'argentique, j'ai justement été confronté à ça. Je voulais faire des tests au niveau des développements de pellicules et j'avais voulu pousser le développement d'une pellicule couleur. Et le développeur de là où je bossais m'a regardé et m'a dit mais ça sert à rien, faut pas faire ça. Et je lui ai dit ouais mais justement j'aimerais voir le résultat et me rendre compte que si en effet ça sert à rien, que je le vois, que ça ne soit palpable. Et il m'a engueulé, et il m'a dit non, et il a refusé. C'était d'une frustration terrible et c'est justement cette histoire de vision et ces jeunes aujourd'hui qui s'en réemparent et qui changent ça et qui créent de nouvelles choses. Je réfléchis juste pour la question d'origine, c'était en lien sur ça. C'était quoi?
Session numérique. Ouais, session numérique. Il y a tout, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a des gens évidemment qui font du 100% argentique, il y a des gens qui en font un petit peu. Je trouve que c'est des moyens complémentaires, ce sont des expériences. Je vois vraiment ça, moi, à titre personnel, comme étant... C'est comme conduire une vieille moto. Il y a plein de gens, ils conduisent une moto qui fait des vibrations horribles, mais ils aiment ça. Ils vont, je sais pas, acheter leur pain, ils kiffent, ils adorent leur voyage jusqu'à la boulangerie. En fait, c'est une histoire de démarche personnelle. Qu'est-ce qu'on attend dans l'argentique? C'est évidemment, chacun aura une réponse différente. Moi, ce que j'aime, par exemple, c'est sentir la mécanique, entendre le bruit de l'appareil et imaginer tous ces roulements qui se déclenchent à l'intérieur. Parce que c'est pour ça que je fais de la réparation. C'est ça que j'adore, c'est ce voyage-là. Pourtant, à côté, je fais de la photo numérique, ce que les gens l'appellent chirurgicale. Moi, je la vois comme un bloc d'argile, en effet, parfait, et que je vais sculpter avec ma propre démarche pour arriver au résultat que je veux. L'argentique, c'est différent. Quand je fais de la photo argentique, j'en attends autre chose. Je vis mon aventure, et j'adore ça. Alors moi, j'en parlais avec, pas dans mon activité de fabricant de testeurs d'obturateurs, mais j'ai aussi une petite activité de photographe amateur. Et j'apprécie particulièrement les procédés anciens. Donc ce sont des procédés de tirage. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est l'autre partie. Donc la question c'est, voilà, on fait des prises de vue en argentique et puis après, est-ce qu'on va se contenter de faire le reste de la chaîne en numérique ou est-ce qu'on fait des tirages? Mais parfois c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre n'importe quelle prise de vue, ça peut être argentique mais aussi numérique, et se poser la question, est-ce que plutôt que d'avoir une photo sur internet, est-ce que je ne veux pas faire un tirage façon 19e siècle? Parce que ce sont des procédés qui ont été complètement oubliés pendant très longtemps, mais essentiellement pour des raisons industrielles, c'est-à-dire que c'était pas forcément des choses qui n'avaient pas d'intérêt esthétique, mais surtout qui étaient des choses qui étaient difficiles à industrialiser. Donc c'est tombé dans l'oubli parce que c'était pas intéressant industriellement. Mais avec la disparition des plaques photo, on pouvait carrément plus y avoir accès. Et donc maintenant, en fait, il se trouve qu'on a inventé le transparent jet d'encre. Et donc on peut de nouveau faire des gros négatifs. Et comme la possibilité existe maintenant de nouveau d'avoir des gros négatifs, on a de nouveau accès aux procédés de tirage du XIXe siècle, qui certains sont magnifiques, qui sont une autre façon de s'exprimer, et donc qui ont toute leur place. Et là je suis dans un club photo où je fais des ateliers, où je présente ça, et les gens sont émerveillés. C'est toucher une photo avec les mains, c'est quand même autre chose que de cliquer dessus sur un ordinateur. Donc et de la faire soi-même, de la voir apparaître, de la fabriquer, de la faire, vraiment c'est quelque chose de physique. Ça apporte un plaisir, mais extraordinaire. Donc je pense qu'effectivement ça a énormément de sens. Alors, je vais peut-être pas poser avant de poser une question, il y a peut-être une anecdote que je peux vous partager d'une aventure qu'on a eue avec Adrien et qui, je trouve, cadre bien là-dedans. Je vous demanderai ce que vous en pensez. Avec Adrien, on a monté l'année dernière un projet qui s'appelait Dialogue Chronicles, qui était la version 1, et qui en fait était un projet photographique. On a repris 5 appareils photographiques anciens, qui dataient, le plus ancien c'est 1934, le plus récent de 1970. Et donc, déjà, pour la petite anecdote, il me fallait un réparateur, et c'est Adrien qui était capable de les faire fonctionner. Mais la partie intéressante de l'histoire, et pas tellement celle-là, c'est qu'on a contacté des photographes. Et on a demandé à trouver des photographes qui étaient des photographes qui travaillaient exclusivement ou quasi exclusivement en digital. En gros, on a pris des gens qui font du reportage et qui avaient l'habitude de faire de la photo en rafale, etc. Et on leur a dit, bah voilà, c'est pas très compliqué, on vous donne 5 appareils qui ont été remis à neuf. Ces appareils exigeants, argentiques, on leur donne 5 pellicules, on leur a imprimé le manuel de l'époque et on leur a donné. Ils sont partis, on a fait l'expo, c'était une très belle expo sur laquelle on avait collaboré. Et ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que ces gens-là nous ont envoyé 5 bobines. Et sur les 5 bobines, il y avait 120 photos différentes. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment pris chacune des photos, ils avaient pris le temps de la faire. Et il y a 2 notions que j'ai vraiment ressenties dans ces photos-là. Une, c'était une notion de risque, parce qu'ils n'en ont pris qu'une de chaque. Alors c'est des bons photographes, pour aller voir les gens.
c'était pour la peine, il y avait peu de déchets. Et puis surtout, il y avait une vraie notion de plaisir parce qu'ils ont photographié des choses qui étaient vraiment dans l'instant. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, de mon point de vue là, je ne sais pas si vous le partagez, fait que la génération revient à l'argentique, c'est cette notion de risque et cette notion de plaisir, en fait, qui est liée au risque quelque part, que tu as tendance à perdre dans la perfection du digital dont tu parlais. Alors, pour retourner sur la question, peut-on en vivre aujourd'hui? Est-ce que cette notion de risque et cette notion de plaisir, si vous la partagez, est-ce que c'est quelque chose qui est suffisant, entre guillemets, pour faire un business? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre cadre-là, en train de proposer ce plaisir-là, cette expérience-là, en ramenant les gens, en alimentant leur désir d'analogique? Excusez-moi, la question était très longue, elle allait quelque part. Alors, effectivement, dans mon cas, je pense que ce que je propose comme activité sur les workshops argentiques, il y a une clientèle qui en demande de renouveau. Donc déjà, c'est-à-dire que la plupart sont des gens qui shootent déjà en argentique, mais qui ne vont pas jusqu'au bout du process. Et ils veulent, justement, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils font ça, et ils veulent explorer encore une nouvelle part et une nouvelle facette de l'analogique. Donc, en leur proposant ça, c'est vraiment, encore une fois, une nouvelle activité, une nouvelle branche dans leur pratique. Pour répondre à la question de la clientèle, ça veut dire qu'en fait, pour ma part, sur les workshops, 95% des gens qui se sont mis à re-shooter en argentique sont des potentiels clients. Parce que tout le monde pourrait envisager pourquoi pas se mettre au labo, essayer de développer moi-même mes pellicules, essayer de faire moi-même mes tirages. Donc, il y a une énorme clientèle, j'entends par là. Il y a de quoi en faire un business, de quoi en vivre, si on choisit de se concentrer évidemment à 1000% sur cette affaire. Donc effectivement, je pense que dans toutes les différentes facettes, quand on englobe tous les métiers de l'argentique maintenant, même si c'est quelque chose qui reste très niche, on a largement, si on est bon et surtout si on prend des risques, parce que tu me parlais de la prise de risque, du risque tout à l'heure, moi en fait, quand j'entends risque, j'entends prise de risque dans le fait de se dire bon, on va essayer de faire de notre passion un métier. Et en fait, la prise de risque, elle est là, et c'est quelque chose qui est important, c'est un pas qui est à franchir pour passer d'une petite passion qui grappille de plus en plus de temps, d'énergie et d'espace à un vrai business, ou du moins une vraie activité qui nous permet de manger. On n'est pas, je pense, tous les trois millionnaires, à moins que, voilà. Je doute qu'on puisse être millionnaire dans le milieu de l'argentique, mais encore une fois, il y a cette notion de on fait un peu ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, on travaille avec nos mains, on travaille avec notre cerveau, et en fait c'est ça, pour moi, la réussite. Est-ce qu'on peut en vivre? C'est pas forcément financièrement, c'est qu'est-ce que c'est ma vie de tous les jours. Et oui, moi, ma vie de tous les jours, elle est liée à des agrandisseurs, des appareils photo, la main dans les chimies, etc. Et j'en vis, je vis avec. Donc oui, c'est possible, mais effectivement, il y a de la prise de risque, de la détermination, de l'investissement, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'argent aussi, évidemment, parce qu'à un moment, il faut avoir un local, il faut, pour mon cas, dans tous les cas, parce que c'est quand même des grosses machines, donc effectivement, il y a un investissement à prévoir, mais encore une fois, pour en vivre, on ne gagne rien sans investir. Voilà, si on pouvait terminer sur cette affaire. Que ça soit du temps, que ça soit de l'argent, il faut sauter ce pas pour se dire, allez, je vais essayer d'en vivre et on verra comment ça se passe. C'est là où ça peut être une barrière, justement, chez certaines personnes qui ne sauteront pas, justement, ce pas, et c'est là où il y a le geste magique de pouvoir essayer de le faire. Moi j'ai envie de dire, il y a des millions d'années de ça, il y a un homme des cavernes, sorti de sa grotte,
il a pris des risques. C'est parce qu'il a fait ça qu'on est là aujourd'hui. Moi avec un micro dans la main, des appareils photo, des caméras qui enregistrent, etc. La prise de risque, elle est humaine. Des gens jouent le tout. Et je pense que derrière tout ça, c'est le rêve. Rêver, c'est risquer. C'est se permettre une parenthèse du quotidien. Et l'argentique, avec cet enjeu, c'est du rêve. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, je pense qu'on ne fait pas d'argentique si on n'y prend pas plaisir. Autant on peut faire peut-être des photos de façon professionnelle, de façon un peu mécanique. Voilà, c'est le gagne-pain, je suis reporter, je ne sais pas quel métier dans la photo. Bon, forcément, bon, c'est globalement la photo, c'est pas facile, il faut un peu de passion. Mais l'argentique, forcément, on y prend plaisir, quoi, sinon on n'en fait pas. C'est vraiment ça. Et tous ceux que je connais qui font des prises de vue en argentique, pas forcément professionnelles, mais ça peut être d'un côté une autre activité, forcément ils y prennent un plaisir extraordinaire. C'est le plaisir de découvrir après quelques temps la photo qu'on a fait. C'est la découverte, c'est l'attente. Et puis enfin la découverte, c'est un plaisir qui est immense. C'est la photo où on se disait bon, je la fais pas, qu'est-ce que ça va donner, allez je tente. Et puis on l'oublie, et puis au développement, ah mais en fait elle était géniale. C'est des choses qui sont uniques à l'argentique. Et vraiment, enfin à chaque fois c'est vraiment ça le plaisir. En fait. On aurait eu des comptables, on n'aurait pas eu autant de poésie, je pense, dans le racontez-moi votre métier, c'est ça qui est super agréable. Donc en tout cas, merci beaucoup. Alors, ça a passé très vite. Mais n'hésitez pas, sont tous les trois et les autres intervenants sur Dialogue Chronicle sont là pendant 3 jours, donc n'hésitez pas. Et on a un deuxième débat à la suite dont le thème m'échappe. Je ne sais plus ce qu'on avait prévu. Les labos probablement. D'accord. Bon, en tout cas, merci à tous et Merci. à bientôt.